Au 56e étage de la tour Montparnasse à Paris, dans une salle de conférence, Camille Dubois, âgée de 9 ans, vêtue d'un pull déchiré et d'un jean usé, pénétra accidentellement dans la pièce alors qu'il cherchait son père, l'homme chargé de l'entretien des bureaux. 4 autres responsables, portant des costumes dont la valeur dépassait les 10 000 euros, étaient en pleine négociation d'un contrat global de 500 millions de dollars lorsqu'ils l'aperçurent et se mirent à rire bruyamment. Philippe de Montmorency, le PDG, l'humilia en lui demandant avec sarcasme si elle maîtrisait au moins l'anglais, en plus de son patois de banlieue. La fillette, relevant le menton, répliqua dans un anglais impeccable, digne d'Oxford. Il enchaîna ensuite avec le mandarin, l'arabe, le russe, l'allemand, l'espagnol, le japonais et le portugais, fournissant une traduction de leur propre exposé d'entreprise qu'elle avait réussi à mémoriser en écoutant derrière la porte. Un silence de plomb s'installa aussitôt. Philippe devint blême lorsque la jeune fille ajouta en hébreu que son père, le concierge qu'il daignait à peine remarquer quotidiennement, lui avait transmis ce savoir, car la connaissance représente la seule richesse que personne ne peut vous dérober. Il ignorait que cet enfant possédait un QI de 180. Il ignorait également que ce père, concierge, était un ex-ambassadeur dont la réputation avait été ruinée. Plus important encore, il n'avait pas réalisé qu'il venait de compromettre l'affaire du siècle, car Camille avait capté et compris la totalité de leur discussion. Pour Camille Dubois, cette journée avait débuté comme d'habitude. Il s'était levé à 5 heures du matin dans le 2 pièces de Clichy-sous-Bois, qu'il partageait avec son père, Jean-Baptiste. Un petit déjeuner composé de pain dur trempé dans du lait, suivi du voyage en RER qui les transportait vers le centre névralgique financier de Paris. Alors que les enfants de sa génération profitaient encore du confort de leur lit, Camille s'installait dans un recoin du local de conciergerie de la tour Montparnasse, dévorant de vieux dictionnaires qu'il sauvait des poubelles des bureaux. Son père, Jean-Baptiste, avait débuté sa vacation à 6 heures, équipé de ses balais et de ses détergents, restant inaperçu des cadres qui commençaient à arriver vers 8 heures. À leurs yeux, il n'était rien de plus que l'employé de ménage, une silhouette discrète qui vidait les poubelles et entretenait la brillance des sols. Nul ne savait que cet homme, le dos courbé par la peine, maîtrisait 12 langues, qu'il détenait 3 titres universitaires, et qu'il avait servi la France en tant qu'ambassadeur dans 4 nations avant qu'un complot politique, dans lequel il avait été désigné comme bouc émissaire, ne sabote sa carrière. En ce jeudi de novembre, Camille avait achevé la lecture de ses ouvrages plus rapidement qu'à l'accoutumée. Une faim pressante lui torturait l'estomac. Le repas de midi n'aurait lieu qu'à 14 heures, moment où son père partagerait avec elle le sandwich au jambon et au beurre qu'il avait préparé à la maison. Il résolut d'aller le retrouver, sachant qu'à 7 heures, il effectuait le nettoyage des étages supérieurs, là où les dirigeants tranchaient le sort des entreprises avec autant d'aisance qu'ils commandèrent leurs boissons. L'ascenseur de service le conduisit au 56e niveau. Le corridor était vide, mais il percevait des conversations provenant de la vaste salle de conférence. Il s'avança sans faire de bruit, une capacité qu'il avait perfectionnée au fil d'années d'invisibilité imposée. Par l'entrebâillement de la porte, il distingua 4 individus en vêtements onéreux, assis autour d'une table en acajou, une pièce de mobilier dont la valeur excédait le salaire total de son père sur 5 années. Philippe de Montmorency, le PDG de Montmorency Industries, était en train de dévoiler des diagrammes et des prévisions. À ses côtés, 3 directeurs acquiesçaient pendant qu'ils échangeaient, dans un mélange d'anglais et de français, au sujet d'une entente avec des associés chinois qui devait générer 500 millions d'euros. Camille écoutait captivé, son intellect hors norme assimilant le moindre détail, chaque donnée, la plus subtile nuance de ces discussions. Ce fut à l'instant où ils évoquèrent les clauses désavantageuses qu'ils prévoyaient de dissimuler aux partenaires chinois que Camille identifia l'imposture. Son père lui avait inculqué que la probité demeurait l'unique bien que les démunis pouvaient se permettre d'avoir en permanence. Sans aucune hésitation, il ouvrit la porte et fit son entrée. Le mutisme qui s'ensuivit fut d'une lourdeur comparable à celle du plomb. 4 figures d'autorité se retournèrent vers la fillette en guenilles qui avait osé enfreindre l'enceinte de leur lieu sacré. Philippe réussit à se ressaisir le premier, explosant d'un rire méchant, rapidement relayé par les autres. Les quolibets s'abattirent sur Camille avec la violence d'une averse de grêle. Des remarques concernant son indigence, le soupçon qu'elle était sans doute en train de commettre un vol, la nécessité d'alerter les vigiles.
Philippe, se délectant de cet instant de méchanceté gratuite, se pencha vers elle avec un sourire narquois et s'enquit de savoir si elle maîtrisait au moins un anglais décent ou seulement le français de Clichy-sous-Bois. Camille releva le menton, une posture qu'il avait adoptée de son père face aux affronts de chaque jour. Puis il prit la parole. Tout d'abord, dans un anglais si irréprochable qu'il semblait émaner d'Oxford, il traduisit littéralement l'exposé qui venait d'être fait. Ensuite, sans la moindre interruption, il bifurqua vers le mandarin, reprenant les mêmes idées avec un accent qui aurait suscité l'envie chez un locuteur de Pékin. Les sourires se figèrent sur les visages des cadres. Poursuivant son discours, Camille continua, passant à l'arabe littéraire, puis au russe avec un accent de Moscou, à l'allemand des affaires, à l'espagnol de Castille, au japonais de courtoisie et au portugais du Brésil. Pour chacune de ces langues, il réitérait non seulement l'exposé, mais aussi les remarques à voix basse qu'il croyait qu'il n'avait pas la capacité d'entendre. L'estocade survint lorsqu'il divulgua, dans un hébreu parfait, qu'il avait connaissance de leur plan visant à duper les associés chinois. Il ajouta que son père, le concierge qu'il méprisait journellement sans même le remarquer, lui avait appris que le savoir constituait l'unique trésor que nul ne pouvait lui soustraire, et que la droiture était le seul luxe que les gens modestes pouvaient s'offrir en tout temps. Philippe de Montmorency, cet homme qui avait traité avec des ministres et des gros bonnets, se retrouva muet. En 3 décennies de vie professionnelle, personne ne l'avait jamais ainsi mis en échec, et encore moins une enfant de 9 ans avec des souliers troués. On appela les services de sécurité, mais pas à cause de Camille. Philippe de Montmorency, guidé par le flair qui l'avait enrichi, saisit instantanément que la jeune fille venait de mettre au jour des données susceptibles de ruiner la transaction et l'image de sa société. Il l'invita à s'asseoir, intima l'ordre à ses cadres de se taire et débuta l'interrogatoire le plus irréel qu'il ait jamais mené. Camille narra son passé avec le flegme de celui qui n'a plus rien à perdre. Son père Jean-Baptiste s'était illustré comme l'un des diplomates français les plus doués, maîtrisait 12 langues et avait été le plus jeune ambassadeur de l'histoire nationale. Par la suite, 5 ans auparavant, il s'était trouvé englué dans une affaire de malversation ourdie par des politiciens cherchant à masquer leurs propres méfaits. Il avait tout sacrifié. Sa carrière, son prestige et ses économies avaient été engloutis en frais d'avocat. La mère de Camille, sa conjointe, s'était éteinte de chagrin 6 mois après. Jean-Baptiste avait décroché un poste de concierge, la seule profession que personne ne lui disputait. Néanmoins, il n'avait jamais cessé de cultiver son identité profonde. Chaque soir, plutôt que de raconter des fables, il dispensait des leçons de langue à Camille. En lieu et place de dessins animés, il l'incitait à visionner les bulletins d'information du Monde. La fillette, dont le QI avait été évalué à 180 lors de tests gratuits réalisés à l'école publique, s'imprégnait de tout tel une éponge. Philippe écoutait, sceptique. Il réclama qu'un de ses assistants vérifie ce récit. En l'espace de 20 minutes, il obtint la confirmation. Jean-Baptiste Dubois avait bel et bien été un espoir éclatant de la diplomatie française. Sa chute due à un scandale où il avait servi de paravent, tandis que les véritables responsables conservèrent leur siège à l'Assemblée nationale. La scène devint encore plus extraordinaire lorsque Philippe sollicita Camille pour une traduction instantanée d'une conférence téléphonique imminente avec Tokyo. L'enfant s'exécuta sans broncher, non seulement en traduisant, mais en bonifiant l'échange, capturant des subtilités culturelles qui avaient échappé à la traductrice assermentée, payée 1 000 € de l'heure. Ce fut à cet instant que Jean-Baptiste Dubois fit irruption dans la pièce, affolé. Il avait noté l'absence de Camille et l'avait recherchée sans succès. Découvrir sa fille assise à la table des cadres le pétrifia. Il anticipait un renvoi sur le champ, une poursuite judiciaire, voire l'intervention des services d'aide à l'enfance. Contre toute attente, Philippe de Montmorency se leva et posa un geste inattendu. Il se dirigea vers Jean-Baptiste et lui offrit une poignée de main. Non pas le salut empreint de hauteur que les nantis octroient aux moins fortunés, mais une accolade franche de pair à pair. Il formula ensuite des paroles qui changèrent la donne. Il avait besoin de leur aide. Le contrat avec la Chine était menacé. Les homologues avaient deviné la supercherie et manifestaient l'intention de rompre les négociations. Il fallait une personne capable de s'adresser à eux dans leur idiome, pas seulement sur le plan de la langue, mais aussi sur celui de la culture. Une personne détenant le bagage diplomatique nécessaire pour redresser la barre. Quelqu'un comme Jean-Baptiste.
La proposition était directe et stupéfiante. Jean-Baptiste obtiendrait le poste de consultant principal en relations internationales avec une rémunération mensuelle supérieure à ses gains annuels comme concierge. Camille se verrait offrir la meilleure éducation envisageable, incluant des précepteurs particuliers et l'accès à des filières pour enfants à haut potentiel. En contrepartie, il devrait sauver l'accord et faire de Montmorency Industries une entité réellement présente à l'échelle mondiale. Jean-Baptiste opposa un refus. L'orgueil, ce trait que les personnes modestes chérissent plus que les aisés, lui interdisait d'accepter ce qu'il percevait comme de la bienfaisance. Ce fut Camille qui parvint à le persuader, lui murmurant en swahili, leur 13e langue d'étude, qu'il ne s'agissait pas de charité, mais d'équité, et qu'il était digne d'une opportunité de réhabilitation. 3 semaines plus tard, Jean-Baptiste Dubois pénétra dans les bureaux de Shanghai de la China International Commerce Corporation, non plus comme concierge, mais en tant qu'émissaire spécial de Montmorency Industries. À ses côtés se trouvait Camille, désormais correctement vêtue, mais sobrement, ayant tenu à ce que sa tenue ne dépasse pas le coût de 100 €. L'écart avec les cadres français qui les escortaient, mal à l'aise dans leurs vêtements de luxe, était notable. Les associés chinois avaient déjà été informés. Les bruits de l'escroquerie tentée étaient parvenus à leurs oreilles, et l'ambiance dans la salle de négociation était sibérienne. Le responsable de la délégation, M. Chen Wei, un expert aguerri des pourparlers mondiaux, attendait avec l'expression de quelqu'un prêt à infliger une humiliation au énième occidental plein d'arrogance. Jean-Baptiste entama son discours dans un mandarin irréprochable, non pas la version apprise par tant d'occidentaux, mais avec les subtilités dialectales de Pékin acquises durant ses années d'ambassade. Mais il ne fit aucune mention de transactions commerciales. Il narra l'histoire d'un homme déchu, d'une enfant qui assimilait les langues à partir de lexiques récupérés dans les corbeilles, et de la manière dont la dignité pouvait perdurer, même au sein de la misère la plus extrême. Chen Wei écoutait sans bouger, mais son regard trahissait un changement. Lorsque Jean-Baptiste acheva son récit, un long silence s'installa. Le magnate chinois posa alors un acte imprévu. Il s'adressa à Camille, lui demandant en mandarin son avis sur l'accord soumis. La jeune fille répliqua avec une sagesse qui laissa l'assistance bouche bée. Il disséqua les failles de la première proposition, recommanda des ajustements avantageux pour les deux camps et surtout, il présenta un modèle d'association fondé sur une transparence mutuelle. Il s'exprimait, alternant le mandarin et le cantonais pour s'adresser à l'assistant de Hong Kong, démontrant une appréhension des enjeux locaux que bien des spécialistes adultes n'avaient pas. Chen Wei laissa échapper un éclat de rire, le premier signe de gaieté authentique que ses collaborateurs avaient entendu depuis plusieurs années. Il annonça qu'il conclurait la transaction avec Montmorency Industries sous une seule réserve. Jean-Baptiste et Camille devraient servir de caution personnelle à l'entente. Un ex-diplomate déchu et une fillette de 9 ans deviendraient à la promesse d'un contrat évalué à un demi-milliard. Le retour vers Paris fut un moment irréel. Philippe de Montmorency, accoutumé à maîtriser toutes circonstances, se retrouvait subordonné à un concierge et à son enfant. Néanmoins, la véritable surprise advint lorsque Jean-Baptiste dévoila ses exigences avec placidité. Il acceptait la fonction, mais Montmorency Industries se devait d'établir un système de bourse d'études destiné aux enfants surdoués issus de milieux défavorisés. Camille serait la première bénéficiaire, mais non la dernière. Le lancement de cette initiative mit en évidence une réalité sidérante. Dans les quartiers périphériques de Paris, au milieu des descendants d'immigrés et des familles en situation précaire, se cachaient des dizaines de petits prodiges. Des enfants qui s'exprimaient en plusieurs langues, apprises de parents réfugiés, qui déchiffraient des énigmes mathématiques ardues pour le plaisir et qui possédaient des aptitudes exceptionnelles, malheureusement bridées par la misère. Camille incarna l'emblème de ce dispositif, mais il rejeta constamment d'être mis en lumière. Il continua de résider dans le même secteur, bien que dans un logement désormais plus approprié. Chaque après-midi, une fois ses cours terminés avec les meilleurs pédagogues que l'argent pouvait payer, il retournait à Clichy-sous-Bois afin d'enseigner gratuitement les langues aux jeunes de son quartier. Philippe observait cela avec une admiration grandissante. Cet enfant qui aurait eu le pouvoir de l'humilier, qui avait toutes les raisons de détester l'univers qu'il avait mis à l'écart, préférait édifier des passerelles. Lors d'un banquet de la société où Camille était conviée à s'exprimer, un cadre hautain fit remarquer qu'il était étonnant qu'un enfant issu de ce milieu puisse manifester une telle intelligence.
Camille le fixa avec le même sang-froid déconcertant hérité de son père, et répondit dans un latin impeccable avant de traduire « La grandeur ne tient pas au lignage, mais aux actes. Et vous, monsieur, par vos agissements de ce soir, avez démontré une pauvreté bien plus grande que celle que j'ai pu connaître. » 6 mois après la finalisation du pacte avec la Chine, Montmorency Industries était étudié comme un cas d'école dans les instituts de gestion. La société qui avait frôlé la faillite par avarice représentait désormais une référence en matière d'échanges internationaux fondés sur l'éthique. Jean-Baptiste était à la tête d'une division de 50 collaborateurs, tous polyglottes et issus de parcours atypiques. Camille, alors âgée de 10 ans, était la plus jeune conseillère officieuse jamais répertoriée dans le secteur des affaires en France. Toutefois, la réussite engendra des adversaires. Les anciens cadres dirigeants, humiliés par une enfant, fomentaient leur revanche. Ils firent appel à des enquêteurs privés pour éplucher le passé de Jean-Baptiste, dans l'espoir de dénicher des preuves de l'authenticité du scandale diplomatique. Ils colportèrent des bruits selon lesquels Camille était en réalité une espionne d'entreprise et que son génie n'était qu'une mise en scène. Le moment de rupture survint durant la présentation annuelle aux actionnaires. Face à 200 des bailleurs de fonds les plus influents d'Europe, le vice-président François Leclerc exhiba des pièces qui attestaient de la culpabilité de Jean-Baptiste dans l'affaire survenue 5 ans plus tôt. Ces documents étaient frauduleux mais minutieusement élaborés. L'ambiance dans la salle devint délétère. Les investisseurs chuchotèrent déjà un éventuel retrait de fonds. C'est à ce moment précis que Camille réclama le droit de s'exprimer. Âgé de 10 ans, mesurant à peine 1,40 m, il grimpa sur la plateforme réservée aux PDG et aux puissants. Il commença son allocution, non pas dans les 9 langues désormais célèbres, mais dans une 10e, celle des données. Il afficha à l'écran un examen scientifique des faux documents qu'il avait orchestrés durant les 24 heures précédentes. Il démontra des anomalies chronologiques, des paraphes électroniques falsifiés et des métadonnées qui dévoilaient l'origine réelle des dossiers. Cependant, il ne s'en tint pas là. Il divulgua avoir enregistré la totalité des échanges des conspirateurs sur les 3 mois précédents. Cela était légal, ces discussions ayant eu lieu dans des zones communes de l'entreprise où son accès était autorisé. L'Assemblée écoutait dans un silence absolu, tandis qu'une fillette de 10 ans démantelait un complot commercial avec la rigueur d'un avocat expérimenté. Une fois son exposé achevé, il projeta une dernière pièce. Une missive de l'ambassadeur français qui avait manigancé le scandale initial, désormais retraité et rongé par la culpabilité, qui avouait tout et disculpait entièrement Jean-Baptiste. François Leclerc et ses co-conspirateurs furent appréhendés le soir même pour diffamation et usage de faux, mais Camille n'exulta pas de son succès. Il sollicita un entretien confidentiel avec Philippe et formula une requête qui le déconcerta. Il exigea que Leclerc et ses acolytes soient graciés, à la condition qu'ils s'engagent à dispenser bénévolement des cours dans les établissements scolaires des périphéries pendant 1 année. Philippe ne saisissait pas. Ses collaborateurs avaient tenté de tout anéantir, mais Camille, avec une lucidité inappropriée à son âge, expliqua que l'animosité était une extravagance que les démunis ne pouvaient se permettre, que convertir ses opposants en alliés constituait la victoire essentielle, que son père lui avait appris que la clémence n'était pas un signe de fragilité, mais l'expression la plus noble de la puissance. Jean-Baptiste, assistant à l'échange, versait des larmes en silence. Son enfant avait intégré les enseignements primordiaux, ceux qui ne figurent dans aucun lexique. 12 mois plus tard, Camille était âgée de 11 ans et maîtrisait désormais 12 langues sans effort. Montmorency Industries s'était hissé au rang de chef de file mondial du commerce moral, avec des succursales établies dans 30 nations. Le dispositif de bourse avait permis de repérer et de former plus de 200 enfants prodiges, originaires des banlieues de l'ensemble du territoire français. C'est en plein milieu de ce succès qu'arriva le courrier qui allait, une fois de plus, tout modifier. Un officier ministériel suisse prit contact avec Jean-Baptiste pour lui annoncer une nouvelle stupéfiante. La grand-mère paternelle de Camille, qu'il pensait décédée depuis des dizaines d'années, était en fait toujours en vie et lui léguait une fortune. Cette femme, Marie-Claire Dubois de Rothschild, avait été bannie par sa parenté pour avoir épousé un diplomate d'un rang inférieur au lieu du noble qui lui était promis.
Marie-Claire s'était exilée en Suisse, avait bâti une puissance dans le négoce de diamants respectueux de l'éthique et était devenue l'une des personnalités féminines les plus fortunées d'Europe sous une identité d'emprunt. Il avait surveillé de loin l'évolution professionnelle de Jean-Baptiste, avait ressenti sa déchéance et avait assuré une surveillance discrète de Camille. À présent, atteinte d'un cancer en phase terminale, elle souhaitait s'entretenir avec sa petite-fille avant de disparaître. Le déplacement à Genève fut éprouvant sur le plan émotionnel. La résidence au bord du lac constituait un symbole de l'isolement luxueux, débordant d'opulence mais dépourvu d'affection. Marie-Claire, portant le poids de 92 années d'aristocratie contenue, reposait dans un lit dont le prix excédait la somme des revenus de Jean-Baptiste, accumulés durant toute sa vie. La confrontation entre la patricienne âgée et l'enfant surdoué fut intense. Marie-Claire s'exprima en ancien français, mettant Camille à l'épreuve. La petite fille répliqua dans le même parler, puis poursuivit en allemand suisse, avant d'aborder le français du XVIIe siècle, qu'il avait assimilé en lisant Molière dans sa version originale. Durant des heures, la grand-mère et l'enfant échangèrent dans des idiomes couvrant des époques et des territoires. Marie-Claire s'éteignit 3 jours plus tard, tenant la main de Camille. Le legs qu'elle laissait derrière elle était prodigieux. 800 millions d'euros, assortis toutefois de stipulations rigoureuses. Camille hériterait de la totalité à l'âge de 18 ans, uniquement s'il remplissait une série de critères, obtenir des certifications dans au moins 3 domaines distincts, résider bénévolement pendant 1 an dans un pays en voie de développement et surtout ne jamais renier ses origines. Philippe de Montmorency, qui assistait à la lecture de l'acte en qualité de témoin, fut sidéré lorsque Camille, devenu l'un des enfants théoriquement les plus fortunés du continent, déclara son intention de ne rien modifier à son existence. Il poursuivrait sa vie à Clichy-sous-Bois, irait à l'école publique et enseignerait aux jeunes des alentours. Cependant, un projet lui tenait à cœur et qu'il désirait concrétiser sans attendre, une école mondiale et gratuite pour les enfants réfugiés et les immigrés, où les idiomes cesseraient d'être des obstacles pour devenir des liens. Là, des enfants syriens pourraient apprendre l'arabe à des Français, et de jeunes Ukrainiens partageraient le russe avec des pères sénégalais, lesquels enseigneraient le wolof en retour. Cette initiative suscita une opposition politique instantanée. La perspective d'un établissement où les langues issues de l'immigration seraient considérées avec la même dignité que le français choqua les personnalités traditionnalistes. Or, Camille avait assimilé l'art de la négociation auprès de son père. Il mit en place une manifestation publique où une centaine d'enfants des faubourgs déclamèrent « Les Misérables » en 20 langues distinctes, prouvant l'universalité de Victor Hugo et que la culture française gagnait en puissance en s'ouvrant au monde. 5 années après son irruption mémorable dans cette salle de conférence, Camille Dubois était âgé de 16 ans et s'exprimait couramment dans 18 langues. Son établissement, renommé Académie Babel, possédait des antennes dans 10 agglomérations françaises et s'apprêtait à se développer sur le continent européen. Jean-Baptiste avait été nommé ambassadeur de France auprès des Nations Unies, son honneur étant intégralement restauré. Philippe de Montmorency, métamorphosé par cette aventure, avait transformé la moitié de son conglomérat en une organisation à vocation sociale. Le jubilé du 5e anniversaire de l'Académie se déroula symboliquement dans la même salle de conférence de la tour Montparnasse où tout avait pris son origine. Des membres du gouvernement, des représentants diplomatiques y assistaient, mais surtout des centaines d'enfants qui avaient découvert un refuge et une perspective d'avenir dans cette école. Camille monta sur l'estrade. Il n'était plus l'enfant mal vêtu d'il y a 7 ans, mais restait modeste dans sa tenue à 100 €, en accord avec l'engagement qu'il s'était fait. Il débuta son allocution en français, puis navigua entre les langues, telle une rivière traversant des nations, transportant avec lui les récits d'enfants qui avaient converti leur pluralité en atout. Il évoqua le parcours d'Ahmed, un réfugié syrien qui donnait désormais des cours de calligraphie arabe et avait décroché une bourse pour Oxford. Celui d'Oksana, une Ukrainienne ayant fui le conflit, qui avait révélé son talent pour les mathématiques et travaillait dorénavant avec le CERN. Et enfin, celui de Chen, le fils d'immigrés chinois, qui avait conçu une application de traduction en temps réel adoptée par l'ONU. Cependant, le moment le plus fort advint lorsque Camille invita sur scène les véritables acteurs essentiels de cette histoire. Non pas les bienfaiteurs fortunés ou les figures politiques éclairées, mais les concierges, les nettoyeurs, les plongeurs qui se dévouaient corps et âme au quotidien pour offrir une opportunité à leurs enfants.
Jean-Baptiste fut le premier à monter, suivi par des dizaines de parents vêtus de leur tenue de travail, les mains endommagées par la besogne, mais le regard illuminé par l'honneur. François Leclerc, l'ex-cadre qui avait cherché à les anéantir, se trouvait dans l'assistance. À l'issue de son année de travaux d'intérêt général dans les écoles de banlieue, il avait trouvé une voie qu'il ignorait posséder. Il pilotait dorénavant bénévolement des initiatives de parrainage destinées aux adolescents en difficulté. Lorsque Camille le remercia publiquement pour son apport, l'homme se mit à pleurer sans retenue, réhabilité par ce qui avait débuté comme une sanction. Le discours de Camille atteignit son apogée par une annonce qui émut l'ensemble des participants. Il avait pris la décision de se désister de l'héritage de sa grand-mère, soit l'intégralité des 800 millions, afin de mettre sur pied la plus importante fondation pédagogique mondiale, mais sous une réserve. Chaque euro versé devait être compensé par une heure d'aide bénévole. L'opulence dénuée d'implication individuelle n'avait, selon lui, aucune substance. Philippe de Montmorency fut le premier à se lever, promettant 100 millions d'euros et 10 000 heures de mentorat personnel. Il fut imité par d'autres, dans une joute de bienveillance qui transmua cet événement en un moment féerique. Néanmoins, l'instant le plus touchant fut lorsque les élèves de l'académie firent leur apparition sur scène, et en parfaite harmonie déclamèrent un poème en 18 langues distinctes, les voix s'entremêlant comme celles d'une chorale. Le texte évoquait des cloisons qui se transformaient en viaducs, des termes inconnus qui se muaient en mélodies familières, et la façon dont la véritable fortune ne s'évaluait pas en euros, mais au nombre d'individus qu'on parvenait à comprendre, de civilisations que l'on pouvait accueillir, et de murs qu'on pouvait faire tomber grâce à la simple puissance de la parole. La photographie finale de cet événement, saisie par un professionnel et devenue célèbre, montrait Camille au milieu, encerclée d'enfants de toute race et de toute provenance, tandis que son père Jean-Baptiste l'observait avec une fierté sans bornes. En toile de fond, au travers des vitrages du building, Paris scintillait dans l'obscurité, une métropole qui avait compris que l'avenir s'exprimait dans toutes les langues et qu'une enfant modeste aux souliers troués était capable d'enseigner aux influents que la richesse essentielle était celle que l'on distribue et non celle que l'on thésaurise. Une décennie plus tard, Camille deviendrait le plus jeune secrétaire général des Nations Unies, maîtrisant 27 langues et servant de médiateur dans des litiges jugés inextricables. Mais ceci relève d'une autre chronique. Celle-ci retrace l'histoire d'une fillette de 9 ans qui, ayant fait irruption par mégarde dans une salle de réunion, a démontré que les langues ne sont pas des entraves, mais des passes, et que la suprême autorité sur Terre n'est pas la monnaie, mais l'aptitude à appréhender et à se faire appréhender. Dans son bureau des Nations Unies, Camille conserve sous cadre un cliché de cette première journée, où, vêtu de son pull usé, il avait tenu tête à des hommes en complet valant 10 000 euros. En dessous, on distingue une plaque portant la maxime que son père lui inculquait chaque soir dans une langue distincte. Le savoir est la seule fortune que personne ne peut subtiliser, et la générosité est l'unique force qui n'exige pas l'emploi de la brutalité. L'Académie Babel gère aujourd'hui des sites dans 50 nations, a formé 1 million de jeunes polyglottes et a établi que dans un monde érigé de barrières, les langues constituent des moyens d'élévation permettant de les franchir. Et tout cela prit racine avec une enfant qui s'exprimait en 9 langues et qui eut l'audace de les employer. Néanmoins, un pouce bleu est bienvenu si vous estimez que le savoir est la véritable richesse. Indiquez en commentaire le passage qui vous a le plus touché. Diffusez ce message à une personne qui doit prendre conscience que le talent ne tient pas compte de l'origine sociale. Abonnez-vous pour d'autres récits illustrant le pouvoir d'un seul individu à transformer la planète.